tu voudrais qu'il y ait plus de femmes en politique, alors t'es au bon endroit. Bienvenue dans Soif d'essence, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Léa Chamboncel pour parler de comment faire de la politique quand on est une femme, pourquoi c'est galère et comment avoir plus de parité. Salut Léa. Salut. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es podcasteuse politique, tu tiens 2 podcasts d'actu politique, Popol et Palais Bourbon. Et tu es aussi chroniqueuse sur Twitch dans l'émission politique Backseat de Jean Massier qui est passé dans Soif de Sens récemment. Et surtout, tu viens de publier un livre qui fait beaucoup de bruit, Plus de femmes en politique, point d'exclamation, où tu as interviewé 59 femmes politiques, tu rigoles pas, très différentes en termes d'âge, de parti, de catégorie sociale, etc. Et donc, pour vous donner une idée du panel, ça va de Édith Cresson, que je savais pas, qui est la seule femme qui a été première ministre en France, à l'ancienne ministre Marisol Touraine, mais aussi plein de jeunes élus et beaucoup de femmes de l'ombre de la politique. Pour commencer, ado, apparemment, tu étais obsédée par la pauvreté et les inégalités. Tu dévorais même le Nouvel Obs, alors que les ados lisent plutôt des magazines pour ados. Et en 2002, à 16 ans, tu as eu un double déclic avec le contraste entre les élections en France et au Brésil. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ouais, carrément. Alors, cette question de l'obsession pour les inégalités, je l'explique, je pense, par mon histoire, en fait, personnelle, sociale. En gros, moi, j'ai grandi au Maroc et mes parents avaient fait le choix, quand j'étais petite, de me mettre dans une école marocaine où j'ai appris l'arabe, en fait. Et en fait, ils avaient vraiment fait exprès de pas mettre dans une école française parce qu'ils voulaient absolument que je sois intégrée. Et finalement, j'étais la seule française de l'école. C'était assez chouette. Donc, tu vois, genre mon CP et tout, j'ai fait en arabe. Et j'en garde un super souvenir. Et du coup, je pense que ça a quand même changé mon rapport à l'autre, mon rapport au monde. Je garde des liens encore très, très forts avec le Maroc. C'est vraiment mon deuxième pays. Quand j'y retourne, pour moi, c'est comme si j'étais à la maison. Et quand mes parents se sont séparés, du coup, je suis rentrée en France avec ma mère et on s'est installé dans une ville en Ardèche. Et ma mère, à ce moment-là, travaillait. Et puis, d'un seul coup, du jour au lendemain, elle ne pouvait plus travailler parce que on lui découvre une sclérose en plaques. On a mis très longtemps à savoir ce que c'était. Du coup, à l'époque, je vivais avec ma maman, toute seule, qui m'élevait toute seule, avec l'équivalent d'un RSA aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait à l'époque le RMI, en attendant de pouvoir avoir une allocation adulte handicapé, qu'elle a vraiment galéré à avoir. Mais maintenant, c'est bon. Et donc, on s'est retrouvés dans une situation sociale assez compliquée, vraiment. Genre resto du cœur et compagnie. Donc, bref, je l'ai vu beaucoup galérer. Moi, j'ai pas été trop affectée. Directement, j'ai pas le sentiment, mais peut-être qu'inconsciemment, ça m'a quand même. Je pense que ça m'a touchée, ouais, et que ça a forgé quelque chose chez moi, en tout cas pour mon combat contre les inégalités. Et effectivement, donc avril 2002, bam, quoi, même constat, même situation que celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Entre deux tours, Le Pen au second tour. Pour moi, c'était pas possible. À l'époque, j'avais pas le droit de voter. Je manifestais tous les jours, et d'ailleurs, je vois la différence avec aujourd'hui, tu vois, genre là-bas, à l'époque, on manifestait tous les jours. Aujourd'hui, il y a une manif qui s'organise samedi, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de mobilisation contre ce résultat que c'était le cas en 2002. Donc, c'est un peu flippant. Ouais. Mais faut se mobiliser quoi qu'il en soit. Et deuxième événement politique assez intéressant, c'est que je vis la campagne et je fais la campagne, en fait, de manière indirecte, de Lula au Brésil, parce que, en fait, en 2002, je me casse aussi vivre 1 an au Brésil grâce à une association qui s'appelle AFS, qui permet en fait à des jeunes. Comment tu te retrouves au Brésil avec zéro thune en vivant au fond de l'Ardèche. Justement, c'est ça qui est assez inédit, c'est qu'en fait, cette association permet à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de vivre cette expérience. Déjà, il faut savoir que tu t'es accueilli dans des familles qui sont membres de l'asso et qui sont totalement volontaires. Donc, du coup, tu payes pas en fait ton hébergement pendant 1 an, ce qui est quand même pas mal. Et donc, je me retrouve plongée en pleine campagne. C'était hallucinant, quoi. L'effervescence qu'il y avait, la joie et l'espoir, en fait, qui animait ces gens était tellement contrasté tellement avec ce que j'avais vécu quelques mois auparavant en France que du coup, je me disais, waouh, en fait, il y a quand même quelque chose à changer, quelque chose à faire. Et bref, voilà, je me retrouve. La politique, ça peut être aussi une fête et
Ouais, ça a été un événement très enthousiasme, fort. quoi, d'imaginer Ça a été un autre ouais, monde. ça a été un déclic en plus pour beaucoup de Brésiliennes et Brésiliens, parce que Lula, c'est quelqu'un qui représente vraiment le peuple, c'est un syndicaliste qui a su vraiment créer énormément d'enthousiasme et d'espoir, en fait, dans ce pays qui était Mm. gouverné par une élite et auparavant un dictateur, donc enfin une dictature militaire même. Ok. Plus tard, tu deviens juriste, puis consultante dans un cabinet d'affaires publiques. Et là, tu découvres la misogynie du monde politique, Ouais, avec des remarques du type alors, lorsqu'on va dans un ministère, c'est talon obligatoire, ouais, ou va mettre une robe de pute, t'écris dans le livre, pour le dîner de ce soir, ouais. où clairement, la femme, et en l'occurrence parfois toi, sert à séduire un client ou un élu, quoi. Ouais, c'est un peu Waouh! la perception que j'ai eue à ce moment-là, et ça m'a vraiment perturbée, parce que je le dis souvent, et d'ailleurs, c'est ce que me disent aussi certaines femmes de leur expérience en politique. Ouais, Avant d'arriver là-bas, j'avais pas trop compris que j'étais une femme, en fait, dans le sens où j'avais pas trop compris que je pouvais faire l'objet d'un traitement différencié. J'avais pas mmh, vraiment intégré cette notion-là, parce que j'avais le sentiment que j'avais jamais été discriminée pour ça. J'avais été discriminée parce que j'étais une jeune, ça oui, beaucoup. J'avais le sentiment d'être excessivement discriminée par rapport au fait que j'étais jeune. ouais, J'avais été discriminée parce que j'étais pauvre aussi à un certain moment, mais pas parce que j'étais une femme. Enfin, j'avais pas encore perçu ça comme ça. ouais, Et là, je l'ai pris en pleine gueule, en fait. Enfin, je m'en suis rendu compte assez vite, tu vois. Genre, même les consultants avec qui je bossais, qui étaient au même niveau que moi, ils pouvaient pas supporter le fait qu'il y ait une meuf qui débarque comme ça, en plus un peu sortie de nulle part, et qui viennent jouer sur leur terrain, et qui, bref. J'ai compris aussi qu'il y avait un environnement assez machiste, quoi, en ouais. politique. Et comme c'était Mmh. un cabinet d'affaires publiques, forcément, on était en lien avec des élus régulièrement, et avec des ministères, comme tu le disais. Et je me rendais compte que franchement, être une meuf dans ce domaine, c'était pas easy, quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu es podcasteuse politique et féministe. C'est toujours pas easy comme tu dis, parce que quand tu arrives sur un plateau, télé, que ce soit toi ou d'autres femmes d'ailleurs, le sexisme est toujours, latent. Quel obstacle, tu rencontres, concrètement? Le fait d'avoir le sentiment de pas être à notre place. Ouais, Tu vois, c'est parfois tu arrives pas à mettre de mots dessus, parce que c'est c'est plus plein de une petites choses, ouais, à tu vois, c'est demi-mot des et subtiles. attitudes, c'est des regards qui sont difficiles à objectiver, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Genre, c'est un sentiment de ah non, putain, j'ai pas envie d'être là, quoi. Quand je pousse la porte d'un plateau de télé, souvent, je suis un peu genre ah, est-ce que j'ai vraiment envie de passer une demi-heure avec des mecs qui vont certainement me couper la parole, ou qui vont me regarder Ouais, comme si j'étais pas particulièrement compétente, ou que je disais n'importe quoi. J'avoue, c'est pas forcément super agréable. Et en plus, moi, j'ai l'habitude de médias où les choses fonctionnent pas du tout comme ça, tu vois. Enfin, intervenir, par exemple, sur oui. l'émission de Jean Backseat, c'est pas du tout la même ambiance. Je débarque, c'est les copains, quoi, tu vois. Je suis trop Ouais, bien. Je sais que je peux parler comme je veux, que je suis pas obligée d'être là super attentive si jamais je lâche une connerie, genre un gros mot ou quoi, enfin, ouais, un gros mot, ouais, disons, que ils vont pas me regarder comme si je disais nimp toutes les 2 minutes, tu vois. Enfin, c'est pas du tout la même ambiance, quoi. ouais. Comme tu dis, effectivement, là, déjà, il y a un premier filtre, déjà d'être invité sur le plateau. Oui, Et ensuite, effectivement, de aussi. te prendre, bah, souvent d'être la seule nana Mm. et de te prendre les regards des mecs qui te jugent et qui vont régulièrement te faire des procès en incompétence ou juste, Ah ouais, effectivement, ça ouais, c'est te clair. Et couper la ça, parole ou délégitimer, ce que tu dis, ouais, ouais, ouais. C'est des trucs comme ça où même si t'as raison, en fait, on te dit mais non, n'importe quoi. Tu vois, Oui, c'est pas genre c'est tu sais de usant, quoi tu quoi. parles alors que tu es jeune et tu es une Ouais, femme. c'est ça, ouais. Genre non, non, le président a pas dit ça. Ouais, d'accord. Ok. Bon, bref, voilà, exemple concret. De manière générale, pourquoi toi, tout ce que tu fais, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi, ça te tient autant à cœur? Franchement, j'en sais rien. Je Ouais, je sais pas, parce que je me vois franchement pas faire autre chose. Déjà parce que moi, le monde dans lequel on vit, je l'accepte pas. Euh, ouais, j'essaie de rééquilibrer, en fait, à mon niveau, ce que je peux, de la manière dont je peux.
Donc je pense que soit tu acceptes le monde dans lequel tu vis et tu t'enfermes dans une espèce de confort intellectuel, social, même financier et matériel. Et ok, il y a des gens qui font ce choix-là, très bien. Mais moi, je te dis, enfin, la seule fois où j'ai envisagé ça, ma vie semblait un peu insipide, quoi, et sans saveur. Et je sentais qu'en fait, j'étais là, mais je me demandais pas trop. Enfin, je me demandais pourquoi, tu vois, genre, qu'est-ce que je fous? Et voilà, donc j'ai compris qu'en fait, ma vie devait être celle d'impulser du changement, en tout cas, dans la mesure du possible. Et même si, tu vois, financièrement, etc., c'est beaucoup moins confortable que, par exemple, être consultante dans un cabinet d'affaires publiques, clairement, et précaire, parce que il y a des hauts et des bas. Je m'en fous, en fait. Je me débrouille. Et voilà, c'est super important, en fait, pour moi. Je me vois pas faire autre chose. Ok. Je ne sais pas si le lien est pertinent, mais j'ai lu une étude qui disait que statistiquement, les gens de droite sont plus heureux que les gens de gauche. Justement parce que, comme ils ont une vision plus méritocratique, tu acceptes plus le monde comme il est, alors que justement, les gens de gauche vont plus avoir d'empathie et être révoltés par les injustices et du coup être Ça un a petit du peu moins sens, hein. heureux. Ouais. Je pense que c'est pas complètement débile comme étude, effectivement. Du coup, on va parler des femmes en politique. Allez. Qu'est-ce que ça pourrait changer d'avoir plus de femmes en politique, selon toi? Alors, ça change plusieurs choses. Déjà, c'est une nécessité démocratique parce qu'on représente plus de 50%, plus de 51% de la population et qu'il n'y a aucune raison qu'on soit que 38% à l'Assemblée nationale, sans parler du Sénat où il n'y a que 29%, and so on. Bref, donc voilà, c'est une simple nécessité démocratique et on a autant le droit à une place dans ces instances politiques que les hommes. Vraiment, et une parfaite place, parfaitement égalitaire. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a la question de déviriliser le pouvoir. En fait, l'enjeu est là. Moi, je considère aujourd'hui, mais d'aucuns ne partagent pas forcément mon avis, que les codes virilistes de l'exercice du pouvoir politique sont excessivement néfastes à notre démocratie et à la façon de gouverner. C'est excluant, c'est dominant, et ces codes virilistes ont un impact notamment sur la domination des hommes envers les femmes, mais aussi d'une catégorie sociale envers une autre. C'est-à-dire qu'on s'inscrit vraiment dans une logique de domination de toutes les catégories qui sont considérées comme étant socialement dominées. Donc c'est assez néfaste pour les personnes racisées, pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes dans des situations sociales défavorisées et pour les femmes également. Sans compter bien sûr aussi les personnes LGBTQI+. Donc il y a quand même cette nécessité de rappeler que le monde politique est quand même conçu par les hommes et pour les hommes avec des codes que les hommes ont fait sur mesure pour eux et pour s'y maintenir, et qu'il y a une forme d'exclusion qui est parfaitement institutionnalisée d'une grande partie de la population. Donc dans ces codes, j'imagine tu parles d'avoir un pouvoir très vertical, d'avoir pas mal de violence, effectivement de culture de clash plutôt que du consentement, du débat constructif. Notamment. Alors sur le fond comme sur la forme, tu vois, moi je me suis intéressée aussi aux questions qui animaient le débat politique viril, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on parle énormément de sécurité, tu vois, c'est un truc viril, quoi. Voilà. Oui, c'est un truc de bonhomme, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un truc de bonhomme, quoi. La sécurité. Alors que l'environnement, c'est pas un truc de bonhomme, quoi. Donc c'est sûr qu'on n'a pas envie, on en parle moins, c'est moins viril, quoi. Et donc ça je pense que ça joue, qu'il faut en tout cas déviriliser le pouvoir. Et à ce stade, le seul moyen que j'ai pu imaginer, et je suis pas la seule, c'est d'essayer d'avoir davantage de femmes en politique qui permettent justement, parce qu'en fait on se rend compte que si tu as très très peu de femmes en politique, elles vont avoir tendance à embrasser les codes, se mettre dans le moule et faire pareil que les hommes. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, tu vois. Si c'est pour rester avec un pouvoir excessivement viril, mettre des femmes qui reproduisent les mêmes codes, c'est bien pour tout ce qui est rôle modèle, etc., parce que ça permet de laisser entendre à des femmes, à d'autres femmes, mais aussi à de jeunes femmes que c'est possible, qu'elles ont aussi leur place, mais ça suffit pas. Il faut des femmes qui soient nombreuses, voilà, ce qui permet vraiment peut-être de changer les règles du jeu, et des femmes qui peuvent arriver dans un environnement qui ne leur est pas hostile, où elles peuvent se dire, ok, je peux être moi-même, j'ai pas besoin de jouer des coudes, je peux apporter ce que j'ai envie d'apporter avec toute ma personnalité,
Et là où je vais encore un peu plus loin dans la réflexion, c'est que il faut pas des femmes qui reproduisent les codes du patriarcat aussi, et qu'on pourrait considérer comme des auxiliaires du patriarcat qui en fait ne font que permettre à la société patriarcale qui existe comme nous la connaissons à demeurer la même en fait. Il faut que ce soit des femmes qui puissent impulser du changement et qui portent en elles, je pense, une certaine envie de changer les choses et d'aller vers une société plus lumineuse, plus inclusive et moins excluante. Et dans ce sens-là, je trouve que les féministes peuvent vraiment porter ce combat, et je vais encore plus loin en disant des féministes avec une approche vraiment intersectionnelle, donc en englobant les luttes antiracistes, les luttes contre le validisme, etc., etc., etc. Ouais, donc on va faire attention pendant tout l'épisode, évidemment, à ne pas essentialiser. Voilà, il peut y avoir, par exemple, des mecs féministes et des nanas, Exactement. Le combat, c'est des plus, femmes féministes. voilà. Quand j'ai mis plus de Mais femmes en en attendant, politique, c'était aussi j'aurais pu mettre plus de féministes en politique. Mais comme il y a aussi des questions de parité que je voulais traiter, des questions aussi, tu vois, par exemple, de rôle modèle, de juste la place des femmes de manière générale. Moi, oui, je te t'as dis, raison, c'est une nécessité démocratique. mon plaidoyer aujourd'hui, c'est plus de femmes féministes, intersectionnelles en politique. Voilà, ça serait ça, l'objectif ultime. Je vais faire un peu l'avocat du diable, mais j'ai pas l'impression que Hidalgo, Pécresse ou Le Pen fassent de la politique très différemment d'un homme. Alors concrètement, qu'est-ce que ça changerait d'avoir plus de femmes en politique? Alors moi, je vais te poser la question plutôt à toi. En quoi tu trouves que c'est pareil qu'un homme? Du coup, ça va avec mon point d'après, mais effectivement qu'elles n'ont pas forcément apporté énormément de sujets nouveaux ou de... Il y a toujours une certaine culture du clash ou... Cette question, elle mérite une réponse un peu élaborée. Hein. Ouais. Marine Le Pen, elle est dans une situation très particulière. Elles sont toutes les trois dans des situations très particulières. Marine Le Pen hérite d'un parti qui lui est tombé un peu, voilà, tout cuit entre les mains, en quelque sorte. Un parti où elle a très vite accepté les règles du jeu. C'est-à-dire un parti où les codes virilistes sont très dominants et où elle a décidé d'embrasser un certain nombre de ces codes. Elle a changé un peu son fusil d'épaule, si je puis m'exprimer ainsi, en jouant sur sa féminité ces dernières années, dans la volonté très stratégique d'aller chercher l'électorat féminin. Valérie Pécresse, on l'a vu, hein, bien sûr qu'elle fait de la politique différemment. D'ailleurs, on lui a reproché. On lui a reproché de ne pas parler assez fort. On lui a reproché de ne pas être assez charismatique. Anne Hidalgo, elle hérite d'un parti qui est dans une situation catastrophique. C'est clair. Anne Hidalgo, je pense sincèrement, malgré toutes les qualités qu'elle peut avoir, elle a des défauts, c'est certain, mais elle a montré qu'elle était en capacité de gouverner quand même. En tout cas, elle était à la tête d'une des plus grandes villes du monde depuis quelques années désormais, puisqu'elle a rempli sur un second mandat récemment. Je ne suis pas d'accord quand tu dis qu'Anne Hidalgo fait de la politique comme un homme, parce que ça lui a aussi reproché. On n'aime pas sa voix. Tu vois, on dit pas trop ça des hommes, souvent. On dit qu'elle a cette tendance à trop parler, à ceci, à cela, tu vois, ce qui est rarement le cas. Je pense que si elle faisait effectivement de la politique comme un homme, elle serait peut-être... elle aurait peut-être davantage embrassé les codes virilistes de l'exercice du pouvoir. Et j'ai pas l'impression que ce soit ce qu'elle a fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, elle cherche pas à être un homme dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter, de s'habiller. Mais effectivement, je veux dire, sur le fond du débat, et là, je suis parfaitement d'accord avec toi, rien n'a été... elles n'ont rien apporté sur le fond. Et à l'inverse, c'est vrai que oui, les deux seules personnes qui ont fait émerger des thèmes pendant cette campagne, c'est Delphine Batho avec la décroissance et Sandrine Rousseau avec l'écoféminisme. Quoi. Exactement. Alors j'ai écouté ton podcast Popol et ça fait trop du bien. C'est vrai. 3 femmes impliquées en politique à chaque fois que tu invites, qui débattent de manière apaisée, constructive, nuancée, même si elles sont pas d'accord. Et voilà, elles parlent pas pour rien dire et c'est dit, elles parlent normalement, quoi. C'est pas du jargon politique comme sur Backseat. Je trouve que c'est très jargonneux, Backseat.
Non, justement. Ah, d'accord, pardon, j'ai eu C'est peur comme parce Backseat, que c'est pas. on fait vraiment des efforts pour que ce soit pas jargonneux. C'est pour ça. Non, comme sur Backseat, c'est pas jargonneux. Cool. Ok, Oui. super. Et tu l'écris dans le livre, c'est vrai qu'on a l'impression que des fois que l'égalité femmes-hommes, c'est acquis depuis longtemps. Mm, Alors oui, il y a des avancées, mm. mais t'écris, après avoir obtenu le droit de vote, bon, il y a 80 ans quand même, c'était pas hier, les femmes sont passées du statut d'exclus à celui de quota, une case à cocher, au mieux une simple valeur ajoutée, au pire une intruse, mais jamais une évidence démocratique. Et ouais. C'est-à-dire, en quoi le monde politique, en plus du monde général, on va dire, est plus hostile envers les femmes. Parce que je pense que c'est un bastion du patriarcat, tu vois. C'est un monde qui a vraiment énormément de mal à bouger Ouais. et à se renouveler. Euh, les choses commencent à changer, hein. Encore heureux, mais c'est pas encore tout à fait acquis, tu vois. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir, ils sont pour rester, hein. Et c'est rarement, ils se disent rarement, bon bah j'y vais pour quelques années, je porte quelque chose, j'ai un combat que je veux vraiment défendre. Il y en a, hein, des hommes qui se disent ça, mais on est quand même plus habitué, tu vois, aux politiciens Carriériste. Ouais. qui ont fait sa carrière. Et ça c'est pas possible en fait, c'est grave quoi. Faut pas. Mais même tu vois genre la menace, je dis la menace, j'exagère, mais de François Hollande qui veut revenir quoi. T'es là mais faut arrêter mec, tu vois. Enfin t'as été député, t'as été à la tête d'un parti, t'as été président de la République et là t'es en train de dire bah, que t'avais envisagé à un moment donné de te représenter. Enfin ça va, il y a d'autres gens quoi. Là chez nous. Sarko qui est en train de encore en train de laisser planer son ombre sur ah il va soutenir qui comme si c'était décisif pour le débat politique. Non mais c'est chiant quoi. Et on est plus de 65 millions dans ce pays quoi, c'est bon. On va pas se taper des gugus comme ça pendant tu vois des décennies, ça va parce que ça change. Ça c'est un vrai problème et la question de la représentativité politique, faut vraiment la poser et rien lâcher quoi. C'est pas possible, c'est Ouais. pas possible. Cette classe politique est vraiment totalement éloignée des réalités de terrain d'un certain nombre de personnes. Sociologiquement, à 10 000 lieues de l'arrêté aussi de la composition de notre population. Enfin, c'est plus possible quoi, vraiment. Et Ouais. ça Donc il y a c'est. effectivement ce côté boys club, tu dis notamment, mais Mais en tout bien cas ce sûr. manque de diversité Bah oui. qui s'ajoute au mécanisme qu'on a évoqué tout à l'heure, mais voilà, de sexisme, de jugement en incompétence, voire d'autocensure ou d'invisibilisation des femmes. Exactement. Mais par-dessus, en plus, t'as l'omerta des violences sexistes et sexuelles. Voilà, on l'a Absolument. vu Mm. avec pas mal avec Baupin ou avec d'autres. Et le fait que faut du temps en fait pour s'engager en politique et militer. Ouais. Donc Ça c'est un aspect très quand important sur lequel je me suis pas mal arrêtée dans le livre. C'est la structuration de la vie politique et partisane qui en ouais, réalité permet pas vraiment aux femmes de s'engager. Tu vois, un truc qui semble bête, mais avoir une crèche à l'Assemblée nationale, ça changerait vraiment la donne. Avoir des garderies peut-être dans certaines réunions, certaines sections, ou j'en sais rien. Enfin, prévoir aussi des horaires pendant lesquels les femmes peuvent peut-être plus facilement être présentes. Et il y a autre chose aussi qui est vraiment très très important, c'est le fait que la vie politique euh, n'est pas adaptée aux personnes qui ont des revenus faibles. Et là, je vais mmh, développer, par exemple, tu vois, un étudiant ou une étudiante qui ont envie de s'engager en politique, mais qui, en dehors des cours à la fac, doivent bosser parce qu'ils n'ont pas assez de thunes pour payer leurs études. Bah, ces personnes-là qui doivent bosser n'auront pas du temps pour aller dans les partis politiques et assister aux réunions, etc. Une femme qui élève seule son enfant et qui n'a pas moyen de garde et qui bosse, bah, elle va devoir attendre que son gamin puisse se garder tout seul pour pouvoir assister aux différentes réunions qui sont généralement tard le soir ou tu vois après le boulot quoi. Donc ça aussi c'est le système est pas conçu, réfléchi pour permettre à tout le monde de s'investir. ouais. Mais évidemment qu'il y a des mecs qui prennent plus de charge mentale dans leur couple que la femme, mais ça n'empêche que le fait que ce soit une inégalité systémique et une tendance de fond, en fait, ça a un impact direct, pas juste dans les couples, ça a un impact direct sur, par exemple, la représentativité Absolument.
en politique. Quoi. Exactement. Tu as commencé à faire cet état des lieux, effectivement. Il n'y a que 35% de femmes au Sénat et 38% à l'Assemblée nationale. C'est encore pire quand on regarde au niveau des présidentes de groupe, où elles sont que 2 sur 9. Et bien sûr, dans des commissions genrées comme l'éducation et la santé. La répartition, ouais. Genrée, ouais. Et malgré les lois sur la parité qui justement imposent aux partis d'avoir 50% de femmes dans les partis, je savais pas, mais les partis ils créent des stratégies pour contourner ça. Ah, c'est Comment ils fascinant font? ça, hein. Ouais. Il faut savoir que les partis politiques sont tenus par la loi de présenter 50% de femmes, 50% d'hommes aux législatives. Sinon, ils voient leur financement réduit, donc c'est un genre d'amende en quelque sorte. Ouais. Eh bien, figure-toi qu'ils ont trouvé une petite technique pour contourner ces 50%. Donc, il y a sur leur liste 50% d'hommes et 50% de femmes, sans compter qu'il y en a certains qui décident, qui assument parfaitement de ne pas présenter 50% de femmes et qui préfèrent réduire leur payer les amendes et réduire leur financement. Très bien, c'est un délire. Mais ceux qui décident quand même de le faire, en fait, ils ont une autre stratégie pour être sûr que quand même les femmes ne prennent pas le pouvoir. C'est de les mettre dans les circonscriptions qui sont vraisemblablement ingagnables pour le parti. Je vais te donner un exemple très simple. C'est comme si tu investissais, je sais pas, une députée LFI dans le 16e. Tu sais que c'est mort, quoi. Genre, elle gagnera jamais. Voilà, c'est un exemple un peu caricatural, mais t'as compris, tu vois. C'est ça l'idée. Oui, j'ai bien compris. Ouais. Voilà, et généralement, c'est vrai que ça concerne quand même des femmes. J'allais dire j'adore, même si c'est triste, mais cette anecdote que tu as racontée Edith Cresson, donc l'ex-première ministre de François Mitterrand, quand tu lui as demandé à quel moment elle pensait avoir vraiment eu du pouvoir. Elle m'a répondu jamais. Voilà. Ouais. Et effectivement que à l'époque, pour montrer à quel point on lui apportait peu de crédibilité, voilà, les journalistes se mettaient carrément à genoux devant sa voiture pour filmer ses jambes et ses collants. Quoi. Ouais, et voir si ses collants n'étaient pas troués. Heureusement, ça a légèrement progressé à ce niveau-là. Ouais, franchement, le traitement médiatique des femmes en politique, pardonne-moi, mais c'est encore le bordel. Hein. Enfin, le bordel, c'est pas ça. C'est gentil de dire ça comme ça, mais quand tu vois les insultes que se sont pris, et plus particulièrement, tu regardes le traitement dont tu as été même victime, hein, je pense que c'est le terme employé, Sandrine Rousseau pendant la campagne, où on disait que c'était Greta Thunberg ménopausée, que c'était une hystérique, une folle. Franchement, ils sont sans pitié, ils se lâchent. Hein. Donc ça a évolué. Il y a encore du boulot. Hein. Justement, effectivement, j'avais prévu quelques exemples célèbres du sexisme à peu près récent en France. Donc il y avait celui-là. Meyer Habib qui traite de députés de petites connes à l'Assemblée nationale quand tu tentes. Ça aussi, ouais. Détente, ouais. Un peu plus vieux, mais Rachida Dati, à qui on a reproché d'être revenue trop tôt de congé maternité, alors qu'on n'aurait jamais dit ça à un homme. Bien sûr, très juste. Ou Cécile Duflot, qui est bien connue, qui se fait siffler à l'Assemblée nationale parce qu'elle a mis une robe, quoi. Ouais. Et je vous conseille le Soif de Sens, où elle raconte cet épisode. Pourquoi c'est pas anecdotique, en fait, ces insultes? Parce que déjà, ce sont des insultes. Donc, c'est violent. C'est dénigrant. C'est méprisant. Et c'est une stratégie, hein, en soi. C'est une stratégie ça permet de décrédibiliser, en fait, la personne en face de soi. C'est une stratégie qui est assez courante, hein, en somme, dans n'importe quel rapport de force. Voilà, faut dominer, effectivement, l'interlocuteur, le descendre, le mépriser et le délégitimer aussi dans sa prise de parole, le décrédibiliser dans sa prise de parole ou dans même ses compétences ou sa fonction. C'est vachement simple de se foutre de sa gueule parce que elle a une voix qui porte pas, qui est un peu trop aiguë à son goût, un peu ceci, un peu cela. C'est beaucoup plus compliqué d'attaquer les femmes sur le fond de leur dossier parce qu'en fait, on se rend compte qu'elles taffent énormément. Tu vois, c'est marrant parce que hier, je passais une soirée avec des collaboratrices et collaborateurs d'élus à l'Assemblée nationale. Okay. On échangeait sur le livre et tout, c'était très sympa. Et elles m'ont raconté un truc que j'aurais adoré raconter dans le livre, mais en fait, je connaissais pas cette histoire. En gros, elle m'expliquait que quand il y a les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, autour de la salle principale, de l'hémicycle, là où se tiennent les questions, il n'y a que des hommes qui vont parler entre eux, qui vont se retrouver, qui vont faire ce côté boys club, vont gérer leur boys club.
Et elle me disait, c'est assez frappant, quoi. Et t'as quasiment aucune femme qui est là à ce moment-là. Et certaines m'avouaient qu'en fait, si elles n'étaient pas là, c'est parce que c'était le seul moment où leur député était en hémicycle et elles pouvaient avancer sur leur dossier de fond. Et d'autres me disaient, déjà, oui, c'est vrai, ça me permet de bosser tranquille pendant que l'autre est dans l'hémicycle, mais aussi parce que je me sens pas d'y aller, en fait. J'ai l'impression que c'est pas ma place. Donc le problème, c'est pas juste les abus, c'est aussi que derrière, il y a une impunité énorme, quoi. Sans parler des violences sexistes et sexuelles encore plus graves. Ouais, bien sûr, mais il y a aussi ce sentiment, voilà, les meufs, vous bossez pendant que nous, on papote, tu vois, devant la porte de l'hémicycle, au moment super important qui est celui des questions au gouvernement. Et là où je voulais en venir, c'est qu'on dit souvent, et ça, c'est mes interlocutrices qui m'ont rapporté régulièrement, qu'elles ont le sentiment qu'elles travaillent beaucoup plus que leurs collègues. Donc voilà, les hommes essaient vraiment de prendre la lumière, tu vois, mais les femmes, et c'est pour ça, c'est là où je voulais en venir, en disant que généralement elles sont inattaquables sur le dossier, sur le fond de leur dossier. Et si en plus, je sais pas, tu te prends des mains au cul, voire il y a des agressions, des viols ou quoi, enfin, tu le dis dans le livre, en fait, c'est l'omerta, c'est la règle et la dénonciation, l'exception. Donc tu risques soit de tout perdre, d'être viré, soit d'avoir des représailles. Donc, Exactement. Et du coup, c'est aussi ça qui participe de la dissuasion des femmes de s'impliquer en politique, tu vois. Quand tu te dis, ah ok, en fait c'est ça, non merci, quoi. T'as pas envie, c'est très dissuasif. Et la question des violences sexuelles et sexistes en politique, j'y passe beaucoup de temps aussi sur le livre, parce que c'est, comme tu le relevais, c'est vraiment l'omerta totale, quoi. On n'en parle pas, c'est celles qui en parlent perdent tout, ou sont menacées de tout perdre. C'est pas traité, c'est mal traité. Souvent, c'est traité par des commissions qui ne sont pas indépendantes des institutions ou des partis politiques. Donc, le traitement est parfois biaisé. Et puis, au sein d'un parti, au sein d'un groupe politique, il y a quand même cette notion de faut pas jeter l'opprobre sur la famille, quoi. Donc, en gros, si tu parles de ça, tu vas nous foutre dans la merde, c'est pas le moment, on a des élections, enfin, voilà. Tu vois, il y a aussi... Alors qu'en réalité, tous les partis auraient à gagner à présenter des candidats et des listes où il n'y a pas d'agresseurs potentiels. Alors maintenant qu'on est révolté à bloc, qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour améliorer la parité ? Il y a plusieurs mécanismes qui existent. Déjà, revoir le fonctionnement d'un certain nombre d'élections. Tu vois, par exemple, pour les départementales, c'est un binôme femmes-hommes. En vrai, ce serait trop cool de faire ça à l'Assemblée nationale. Moi, je trouverais ça génial. T'élis un homme, une femme pour ta circonscription à chaque fois. Alors peut-être qu'il faut réduire, tu vois, le nombre d'élus, mais peut-être élargir les circonscriptions, j'en sais rien. Mais bon, bref, on va pas se retrouver évidemment avec plus de 1200 parlementaires, mais élus à l'Assemblée nationale, pardon, mais je trouve que ce serait pas inintéressant de réfléchir à ça. Il y a aussi les modes de scrutin. On se rend compte que dans les scrutins de liste, les femmes sont quand même... c'est plus facile, en fait, pour elles de s'affirmer, parce qu'en réalité, c'est une obligation légale. Tu peux pas déposer ta liste si jamais t'as pas fait cette égalité femmes-hommes. C'est-à-dire, on appelle ça les listes shabadabada, parce qu'en fait, ça fait A, B, donc femme, homme, femme, homme, femme, homme. Donc voilà, un homme, une femme, c'est pour ça on appelle ça Shabada en référence au film de Claude Lelouch. Donc ça, c'était au moment des lois sur la parité que l'expression a été sortie. Donc en gros, le parti qui veut présenter une liste pour une élection, qu'elle soit municipale ou régionale par exemple, et qui ne présente pas 50% de femmes, sa liste n'est pas enregistrée. Donc il peut pas se présenter. Voilà, c'est très dissuasif. C'est vachement plus dissuasif que les amendes, tu vois. Donc ça, c'est des mécanismes intéressants, mais ça fonctionne que sur les élections qui ne sont pas uninominales, où tu n'as qu'une seule personne et que tu votes pour une seule personne, tu vois. Donc c'est pour ça que le système de binôme pour les autres peut être intéressant. Et puis il fonctionne d'ailleurs dans certaines élections déjà en France. Il y a aussi la nécessité de certains partis, qu'il y ait une vraie volonté au sein des partis, tu vois, pour mettre des femmes dans les circonscriptions gagnables, par exemple.
Puis au-delà de la parité. L'obligation de parité dans les fonctions, quoi. Ouais, C'est pas aussi, juste ouais, exactement, dans les fonctions, dans les compétences, etc. Au-delà de la parité vraiment de façade, aller plus loin dans la répartition des fonctions, la répartition des compétences. Parce que c'est bien d'avoir 50%, tu vois, mais si c'est pour avoir 50% de femmes qui n'ont pas réellement de pouvoir, qui sont pas aux postes les plus puissants, quoi. voilà, les plus prestigieux, comme on dit, ou qui ont plus de poids politique, c'est bon, c'est bien, certes, mais c'est pas suffisant. Donc, il faut aussi lutter contre cette parité de façade. Enfin, faire en sorte que. Parce que souvent, on dit, bon, bah, c'est bon, il y a 50%, ou il y a 38%, même maintenant, on nous dit que c'est réglé, tu vois. Genre, est-ce que tu as entendu parler de la question de la parité pendant les élections, pendant le débat présidentiel? Moi, j'en ai pas entendu parler une seule fois. C'était un thème de campagne en 2017 et en 2012. Ça l'est plus maintenant. C'est grave. J'ai l'impression que ça recule, en fait. J'en ai noté quelques autres aussi dans ton livre. Il y a des parties où on alterne une prise de parole féminine et masculine pour éviter que les mecs monopolisent la parole. Exactement, ouais. C'est le cas chez ELV et à la France Insoumise aussi. Ok. On parlait du coup, par exemple, d'une babysitter pour pouvoir aller à des réunions politiques. Ouais, d'une crèche à l'Assemblée nationale, c'est une grosse demande. Hein. Plein de députés qui demandent ça. Le non-cumul des mandats, tu l'as dit au début. Ouais. Et pareil, un congé parental égal pour les femmes et les hommes. Ouais, bien sûr, mais ça, c'est la société dans son ensemble qu'il faut changer, tu vois. Faut que les femmes puissent s'investir et autant de temps que les hommes pour s'investir dans les domaines dans les choses dans lesquelles elles ont envie de s'investir sans contrainte, en fait. Sans être contrainte. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur l'impact que tes podcasts ou ton livre ont pu avoir? Carrément, ouais, j'en ai. J'ai une anecdote sympa, là. Récemment, j'ai organisé un live de mon podcast avec le public, et à la fin du live, il y a une jeune femme qui est venue me voir en me disant, ouais, tu sais, je voulais te remercier parce qu'en fait, c'est grâce à ton podcast que je me suis engagée en politique et que je me suis dit que c'était aussi fait pour moi. Et j'ai rejoint une candidate, j'ai fait sa campagne, etc. Et maintenant, je suis à Donf. Bon, bref, tu vois, c'était super cool. Et j'ai plein d'exemples aussi d'hommes. Il y a plein d'hommes qui m'écrivent en me disant, et pour le livre et pour mes prises de position de manière générale, ça peut être dans Backseat, mais aussi sur Popol ou sur Twitter, tu vois, qui me disent, bah, franchement, merci, quoi. Ça fait plaisir d'entendre parler de ça, de porter ces sujets à bout de bras. C'est important pour tout le monde, en fait. Même des hommes qui se sentaient déjà un peu déconstruits, tu vois, qui se sont rendus compte qu'il y avait encore des choses à faire. Et on me remercie souvent d'apporter un regard un peu féministe sur la politique. Voilà. Moi, j'espère qu'il y a des hommes et surtout des femmes qui écoutent ce podcast, qui se disent, mais en fait, je me suis toujours dit que c'était pas pour moi, et qui maintenant comprennent mieux pourquoi elles se disaient ça, et qu'en fait, non, elles ont clairement leur place en politique. Absolument. Quelle que soit l'échelle ou la voie, mais qu'il y a des places à prendre et qu'il y en aura de plus en plus et qu'on on en a besoin, quoi. Tout à fait. Il faut s'engager si on en a envie, parce que c'est pas évident, hein. C'est pas le plus simple, la politique, clairement. Mais je pense qu'il est nécessaire de prendre notre place, en fait. Ouais, tu comptes à l'international, en 2021, c'était un record, mais il y avait que 22 femmes à la tête d'un État ou d'un gouvernement sur 192 pays. Ça fait 11%, voilà. On est plus de la moitié de l'humanité. Il y a encore du chemin à parcourir. Il y a encore un peu de taf, j'avoue. Et j'aimais bien à un moment, tu parles aussi de notre responsabilité en tant que citoyen, où tu cites une autrice sur le leadership, Valérie Petit, qui fait un peu cette métaphore amoureuse, où en fait on veut des dirigeants à la hauteur, qui nous écoutent, qui partagent le pouvoir. C'est un peu le mec dont on rêverait. Mais en fait, inconsciemment, en vrai, on vote plus pour un homme providentiel qui nous rassure et qui va nous sauver, même s'il est toxique pour nous, quoi. Même si rationnellement, c'est pas vrai en plus. Oui. Ça tient pas, c'est vrai. C'est intéressant elle fait la comparaison entre l'homme idéal et l'homme qu'il nous faut, en gros. Ce que tu veux et ce dont tu as besoin, quoi. Ouais, exactement. Comment est-ce que tu penses qu'effectivement avoir plus de femmes en politique, ça permettra d'avoir plus de diversité en général, de personnes noires, trans, arabes, homo, handicapées, etc. Alors, si c'est des féministes intersectionnelles, j'ose espérer qu'elles feront tout pour permettre la mise en place de leviers
qui permettent aussi à toutes les personnes minorisées d'accéder au pouvoir. Mais c'est une responsabilité, tu vois, au même titre que de faire des quotas pour les femmes et les hommes. C'est une responsabilité du gouvernement qui est en place aujourd'hui, de créer des ponts, de créer des leviers, de faire en sorte que tout le monde soit représenté et tout le monde prenne des décisions pour notre avenir, pour notre quotidien, parce qu'on parle beaucoup de la politique, c'est notre avenir, mais la politique, c'est aussi avant tout notre quotidien. Il faut que tout le monde ait voix au chapitre, que tout le monde puisse porter des revendications et de manière égale, en fait. Merci Léa. Le livre est disponible partout. Plus de femmes en politique. Je vous mets le lien en description. Si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Léa, je te conseille l'épisode avec ton collègue Jean Massier de Backseat sur la politique sur Twitch et celui avec Cécile Duflo sur le sexisme en politique et l'affaire de la robe. Merci Léa. Ciao tout le monde. Merci à toi.